Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à l'ENM, qui est, comme vous le savez, une école d'ingénieurs, mais aussi de techniciens et de techniciens supérieurs, qui accueille environ 300 étudiants chaque année en formation initiale. Des étudiants d'origine très variée, en fait, qui ont des parcours avant d'arriver à l'ENM assez différents. L'ENM était au départ une école chargée de la formation des agents techniques de l'établissement public Météo France. C'est une situation qui a beaucoup évolué puisque la société est en fait très gourmande d'informations météo-climatiques et nous nous attachons à former actuellement des spécialistes de l'information météo-climatique qui puissent répondre non seulement et toujours aux besoins de l'établissement Météo France, mais aussi aux besoins de tout le secteur socio-économique qui sont intéressés par ce type d'informations. Donc, on pense bien sûr à des secteurs comme l'agriculture, le tourisme, voire les transports, mais il y a en fait beaucoup d'autres secteurs qui sont également impactés par cette information et qui peuvent ouvrir des débouchés à nos étudiants et à nos ingénieurs en particulier. On a construit un cursus avec un tronc commun qui va se répartir sur les 3 premiers semestres de scolarité. Et à partir de ce pivot que l'on positionne au bout de 18 mois de scolarité, là, on les met en première situation de travail pour la satisfaction d'un client. Donc ils vont être en groupe, pendant un groupe de 3 ou 4 élèves, et vont travailler 8 semaines sur un sujet proposé par un des services de Météo France, principalement la Météopole. Et donc les éléments importants qui par la suite vont pouvoir justement s'agglomérer à ce premier élément d'autonomie, ce sont les stages obligatoires. Le stage de deuxième année qui lui est un stage à l'international va d'une part les mettre en autonomie dans une langue étrangère, principalement l'anglais, et pour le bénéfice de la personne ou le service qui va les accueillir à l'étranger. Et le troisième élément important dans ce cursus, c'est le projet de fin d'études. Là, cette fois-ci, c'est 6 mois. Et là, réellement, dans la lignée, répondre à un besoin d'une entreprise ou d'un laboratoire. Donc sur une thématique proposée par l'entreprise. Et là, l'élève est complètement, je dirais, autonome et va développer la planification de son projet, comment il va s'y prendre pour traiter la question technique et pouvoir répondre à cette entreprise. La formation d'ingénieur nécessite une bonne compréhension de l'atmosphère et une des premières étapes en sciences et en météo en particulier, pour comprendre des phénomènes, la première étape c'est de les observer. Si par exemple on veut faire une prévision sur 24 heures sur Paris, si je prends un cercle centré sur Paris, je dois connaître à un temps T, à un moment T, la situation sur un cercle qui va donc en gros de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe du Nord, avec presque jusqu'à Moscou du côté Est et puis une bonne partie de l'Atlantique du côté Ouest. Donc le premier cours qui intervient au tout début de leur scolarité, c'est un cours d'observation où les élèves en fait vont apprendre à reconnaître les nuages, les différents types d'hydrométéores, en gros tout ce qui se passe dans l'atmosphère et qui concerne la météo. Alors sur la photo qui est derrière moi, eh bien, on peut voir déjà le campus. Les élèves sont tous sauf malheureux, je pense. Vous voyez qu'il y a de l'herbe bien tondue, il y a un plan d'eau, il y a un terrain de sport, les résidences. Et puis cette photo est d'autant plus belle que derrière il y a un magnifique cumulonimbus avec une très très belle enclume, donc qui veut dire que le cumulonimbus est à son stade définitif de formation et que c'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. Il avait donné d'énormes précipitations, il était en train de partir du site et allait donner ces précipitations un petit peu plus loin vers le nord-est. Ensuite, en parallèle d'ailleurs, un cours d'observation mais plus instrumental sera dispensé. Comment on va mesurer l'atmosphère, comment on va aller sonder cette atmosphère pour comprendre comment il fonctionne. Donc là, ça va être des compétences croisées scientifiques, connaître le phénomène à observer, et un peu plus technique, comment aller l'observer avec des méthodes plus électroniques, acquisition de données.
En parallèle, ils participent également à des démonstrations de radiosondage. Donc là aussi, il y a un lien entre les différents départements de l'ENM avec cette observation qui sera ensuite analysée dans les matières plus théoriques et pour ensuite, quand ils l'utiliseront dans les matières d'analyse et de prévision, savoir comment est réalisée cette observation. Pour la 3e année de formation, donc dans la spécialisation ENM, donc dans le semestre 9 spécialisé météorologie et climat, nous avons une composante également campagne de mesure, donc une composante plus scientifique, plus recherche de l'observation. Deux options possibles, donc soit une campagne pédagogique à bord de l'avion de recherche de Météo France et du CNRS, donc de l'équipe Saphir, donc au cours duquel les élèves, là encore une fois, utiliseront leurs compétences acquises dans les différents départements pour faire une prévision de situation, une analyse des données qui pourront être mesurées avec ce moyen de mesure et la réalisation de cette campagne de mesure sur la journée choisie par les élèves grâce à leurs prévisions. Ensuite, du traitement de données, donc la mise en place des compétences informatiques pour tracer les données observées, les comparer aux données prévues par les modèles. Et ensuite, une partie analyse pour comprendre ce qui s'est passé réellement le jour du vol. Donc ça, c'est pour une option. Et l'autre option, c'est une campagne de mesure sur le terrain, donc au sol. Mais également sur la composante verticale, avec des radiosondages et une observation de l'atmosphère à l'aide de drones instrumentés, donc développés au CNRM et dont on exploite également à l'ENM les capacités pour montrer aux élèves les nouvelles capacités d'observation, ce qui se développe actuellement dans le monde de la recherche pour l'observation. Des moyens d'observation croisés, donc en utilisant des radiosondages récupérables. Également disponibles les données drones, donc opérées avec les moyens du CNRM, et tout ça sur le site donc P2OA, donc de l'Observatoire d'aérologie, de l'Observatoire Midi-Pyrénées, du laboratoire d'aérologie, grâce à des mesures pérennes au sol avec un mât instrumenté, un radar profileur de vent notamment, et des mesures de flux. Donc le but de tout ça, c'était de faire de la comparaison entre les différents moyens d'observation et également avec le modèle. Bonjour, donc je suis Christophe Callas, responsable du département prévision et application de la météorologie à l'école de la météo. Dans notre département thématique, on apprend aux élèves à faire de la prévision météo pour divers usages, divers clients, que ce soit de la prévision générale, médiatique ou des usagers plus spécialisés comme l'aéronautique, la marine, l'hydrologie, etc. Voilà, donc pour ça, les élèves ont à leur disposition des outils qui sont les mêmes que ceux dont disposent les prévisionnistes opérationnels à Météo France, mais pas seulement à Météo France, puisqu'on forme aussi des élèves non fonctionnaires qui ne vont pas travailler à Météo France, mais chercher du travail sur le marché du travail à leur sortie d'école. Donc on utilise aussi des outils disponibles sur le web, pour avoir un éventail assez large d'outils à proposer à nos élèves. L'idée, le métier de prévisionniste, en fait, on est passé d'un métier où il fallait produire des bulletins, des cartes, etc. à maintenant, c'est plutôt accompagner tous les produits issus de la prévision numérique, produits plus ou moins automatiques, etc. Donc il faut avoir une expertise là-dessus pour accompagner l'utilisateur qui va se servir de ces produits-là. Pour ça, il faut comprendre un peu les phénomènes atmosphériques, donc c'est le but de notre enseignement. Comment on va détecter ces phénomènes, que ce soit les tempêtes, le brouillard, la neige, etc., les vents forts, les tempêtes, sur des cartes issues des modèles numériques, issues des calculateurs, des supercalculateurs, ou sur des images satellites, des images radars, etc., des observations. Tout ça, on l'apprend pendant les premiers semestres de la scolarité à nos élèves. Et puis à la fin de la scolarité, c'est plus spécialisé sur vraiment de l'immersion, sur des activités réelles de prévision pour des événements sportifs, culturels, ce qui permet donc de confronter, que les élèves se confrontent au monde réel de la prévision, aux attentes des usagers, des clients, etc. Il y a aussi une participation à des meetings aériens organisés par des étudiants comme Air Expo à Toulouse. Voilà, donc c'est un éventail assez large. Pour ça, on fait appel, donc on a des enseignants permanents à l'école
qui ont pour la plupart fait déjà de la prévision opérationnelle. Et puis il y a aussi des intervenants qui viennent directement des services opérationnels de Météo France, des collègues prévisionnistes qui viennent proposer des TP aussi aux élèves. Voilà, et en sortie d'école, du coup, nous on a pas mal d'élèves qui sont affectés dans des services opérationnels directement, donc qui deviennent chefs prévisionnistes régionaux parfois, donc en contact direct avec les organismes de sécurité civile qui traitent de la vigilance météo, donc c'est un poste à responsabilité. On a aussi des gens qui viennent travailler à Toulouse à la prévision aéronautique, à la prévision générale. Donc c'est vraiment un débouché immédiat pour nos élèves, et y compris pour nos élèves non fonctionnaires qui peuvent être amenés à travailler pour des organismes comme EDF, la Compagnie nationale du Rhône, on va dire, où la prévision météorologique ou hydrométéorologique a un impact important sur l'activité de l'entreprise. L'anglais est obligatoire dans la scolarité, il est même essentiel à la diplomation. Le niveau B2 du CECRL est le minimum requis. Le niveau C1 est même recommandé pour assurer un niveau d'anglais solide à l'élève ingénieur une fois sa carrière entamée. La certification choisie est le TOEFL ITP avec un score de 550 qui correspond donc au niveau B2. Il y a une progression dans cette formation donc linguistique avec des activités transversales avec d'autres départements, notamment des briefings en anglais, des briefings météo en anglais avec le département de la prévision et de l'analyse météorologique. Nous proposons aussi d'autres langues, des langues vivantes optionnelles cette fois-ci, essentiellement l'allemand et l'espagnol, mais également il y a la possibilité de créer d'autres groupes et d'autres cours. Mon département recouvre en gros toutes les activités académiques et théoriques au niveau qu'on dispense ici à l'ENM. Donc ces 3 M, en fait, il y a 4 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle climat et changement clim. Depuis un certain temps, donc on a ouvert l'ENM à toutes les activités météo et climato-sensibles. Pour ce volet-là, on a des enseignants ici à l'ENM, mais on a aussi pas mal de collègues du CNRM, du Centre national de recherche météorologique, qui sont des chercheurs dans le groupe climat et qui viennent ici donner des enseignements un peu à toutes les promotions. On aborde aussi un petit peu la thématique du chaos, de l'effet papillon. On explique comment il est possible de faire des projections climatiques à 100 ou 300 ans. On peut faire une projection climatique pour la fin du 21e siècle, voire la fin du 23e siècle si on a envie. On peut faire des projections climatiques pour ces durées extrêmement longues, alors qu'il est impossible de faire une prévision météorologique à quelques semaines d'échéance, par exemple. Là, aujourd'hui, nous sommes début octobre, il sera à jamais impossible de faire une prévision de type déterministe. J'ai un état initial aujourd'hui que je vais faire évoluer en un état final. C'est à jamais impossible de faire une prévision déterministe pour Noël, alors que nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Voilà, donc c'est important que les élèves comprennent la différence entre les projections climatiques et les prévisions météorologiques. Ensuite, le pôle plus traditionnel, on va dire, c'est le pôle météo, au sens fonctionnement de l'atmosphère. Donc on essaye de comprendre tous les processus physiques qui sont en œuvre dans l'atmosphère. Le deuxième M, c'est modélisation. Alors là, modélisation, on ouvre un peu le capot des modèles numériques, qui sont un peu la base pour prévoir le temps et le climat. Et on regarde comment ils sont construits, les équations qui le composent, comment sont traitées les équations. Ce volet modélisation recouvre une partie assimilation de données, comment sont assimilées les données météorologiques dans les modèles, et une partie prévision numérique, donc comment sont traitées les équations. Le troisième pôle,
méthode. Alors méthode statistique, c'est toutes les outils statistiques qu'on enseigne ici à l'ENM. Donc des statistiques de base au début, puis ensuite on va un peu dans le plus compliqué et les méthodes les plus performantes et les plus développées. Alors ça va de traiter les big data jusqu'au machine learning, enfin voilà. Et le dernier pôle, c'est le pôle informatique, donc méthodes informatiques. Alors là, on enseigne à nos étudiants les méthodes informatiques qui sont utilisées de nos jours. Alors que ce soit pour le calcul scientifique, c'est du Fortran, de plus en plus on utilise Python, voilà, les bases de données, des choses comme ça. Il y a un dernier objectif, j'aimerais insister un peu plus dessus, c'est former les élèves ingénieurs aux techniques modernes du génie logiciel, aux méthodes classiques, aux méthodes agiles, et tout ça parce que évidemment les élèves sont destinés assez souvent à s'intégrer dans des projets informatiques qui sont assez gros, que ce soit à Météo France ou à l'extérieur. Donc ils auront besoin de cette formation en génie logiciel. Et donc c'est une part importante de la formation informatique à l'ENM, avec une pédagogie qui repose essentiellement sur de l'apprentissage par projet. En fin de scolarité, ils deviennent très autonomes. C'est des projets de modélisation, c'est des projets de fin d'études, où ils sont capables de développer des outils intéressants.